Vous avez tout ce que vous étiez censé vouloir. Le travail, les relations, les possessions, les accomplissements. Et pourtant, quelque chose manque. Un creux persiste au centre de votre poitrine. Une absence que vous ne pouvez pas nommer. Vous vous réveillez chaque matin avec le sentiment que votre vie ne vous appartient pas. Vous faites les gestes, vous jouez le rôle, mais une partie de vous observe de loin, détachée, comme si vous regardiez quelqu'un d'autre vivre à votre place. Carl Jung a identifié ce vide il y a près d'un siècle. Il l'a appelé la névrose générale de notre époque. Pas l'anxiété, pas la dépression, mais quelque chose de plus insidieux. Le sentiment que la vie n'a pas de sens. Jung a observé un phénomène troublant parmi ses patients. Environ un tiers d'entre eux ne souffraient d'aucune névrose cliniquement définissable. Ils n'étaient pas malades au sens traditionnel du terme, ils souffraient du vide et de l'absurdité de leur existence. Ces patients avaient réussi selon les standards de la société. Ils possédaient des carrières, des familles, des maisons, mais quelque chose les rongeait de l'intérieur. Jung a écrit que l'homme ne peut pas supporter une vie sans sens, que la plus petite chose avec un sens vaut plus que la plus grande chose sans sens. Le problème moderne, selon Jung, est que nous avons perdu notre connexion avec les sources traditionnelles de sens. Les religions, les mythes, les rituels qui guidaient autrefois l'humanité ont perdu leur emprise sur l'esprit moderne. Nous avons gagné la rationalité, mais nous avons perdu quelque chose d'essentiel en chemin. Jung croyait que la principale cause de névrose était un sentiment d'absence de sens dans la vie, que la personne en soit consciente ou non. L'Église donnait autrefois un sens à l'existence. Avec l'évolution de la société vers la rationalité, les gens ont dû apprendre à trouver le sens en eux-mêmes plutôt que de suivre aveuglément une institution religieuse. Cette lutte a créé un déséquilibre qui produit les signes de la névrose moderne. Jung a également observé que beaucoup de ses patients devenaient névrotiques quand ils se contentaient de réponses inadéquates ou fausses aux questions de la vie. Ils cherchaient une position sociale, le mariage, la réputation, le succès extérieur ou l'argent. Et ils restaient malheureux et névrotiques même après avoir atteint ce qu'ils cherchaient. Ces personnes étaient généralement confinées dans un horizon spirituel trop étroit. Leur vie n'avait pas suffisamment de contenu, pas suffisamment de sens. Cette observation révèle quelque chose de fondamental. Le vide que vous ressentez n'est pas un problème à résoudre par l'acquisition de plus de choses ou l'atteinte de plus d'objectifs. C'est un signal que votre âme réclame quelque chose que le monde extérieur ne peut pas fournir. Le vide que vous ressentez a une origine précise. Jung l'a identifié dans ce qu'il appelait la persona, le masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. La persona vient du latin désignant les masques portés par les acteurs dans le théâtre antique. Jung la définissait comme un système complexe de relations entre la conscience individuelle et la société. Une sorte de masque conçu d'un côté pour faire une impression définie sur les autres, et de l'autre pour cacher la vraie nature de l'individu. Le développement d'une persona commence dès l'enfance. Nous apprenons rapidement que certains traits sont récompensés, tandis que d'autres sont punis. Nous développons une fausse image de nous-mêmes en fonction de notre conscience grandissante des normes et des attentes sociales. Chaque profession, chaque rôle social possède sa propre persona caractéristique. Le professeur avec son manuel, le médecin avec sa blouse blanche, le manager avec son autorité, tous portent des masques adaptés à leur fonction. Le problème survient quand vous vous identifiez complètement à ce masque, quand vous confondez le rôle que vous jouez avec votre identité réelle. Jung écrivait qu'on pourrait dire, avec une légère exagération, que la persona est ce qu'en réalité on n'est pas, mais ce que soi-même et les autres pensent que l'on est. Cette identification excessive avec la persona crée un vide intérieur, parce que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous suivez un script écrit par d'autres, vos parents, votre culture, votre employeur, la société. Chaque décision que vous prenez renforce un peu plus le masque et vous éloigne un peu plus de qui vous êtes vraiment. Le danger, selon Jung, est que lorsque l'ego devient complètement identique à la persona, l'individualité est entièrement réprimée. Cela représente une adaptation maximale à la société et une adaptation minimale à sa propre individualité, ce qui inhibe le développement psychologique.
Un père qui ne peut pas retirer son masque d'enseignant rigoureux quand il est à la maison peut parfois se comporter d'une manière qui humilie ses enfants. Un cadre qui reste en mode performance même dans ses relations intimes ne peut jamais vraiment se connecter avec les autres. Le masque devient une prison invisible dont les barreaux sont faits d'attente et de conformité. La déconnexion entre votre moi authentique et la personnalité acquise devient si grande que la souffrance ne peut plus être supprimée ou compensée. Vous continuez à opérer selon les vieilles attitudes et stratégies, mais elles ne sont plus efficaces. Le vide s'installe comme un rappel constant que vous avez perdu quelque chose d'essentiel en chemin. Le vide persistait aussi parce que vous avez rejeté des parties entières de vous-même. Jung appelait ces parties rejetées l'ombre. L'ombre contient tout ce que vous avez refusé d'accepter en vous. Les traits que vous jugez inacceptables, les désirs que vous avez réprimés, les émotions que vous avez enterrées. Chaque fois que vous avez dit « je ne suis pas comme ça », vous avez ajouté quelque chose à votre ombre. Jung affirmait que tout le monde porte une ombre et que moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Si une infériorité est consciente, on a toujours une chance de la corriger. Mais si elle est réprimée et isolée de la conscience, elle ne sera jamais corrigée. L'ombre n'est pas composée uniquement de traits négatifs. Dans le processus de suridentification avec la persona, les gens rejettent souvent des traits de personnalité, non pas parce qu'ils sont nuisibles, mais parce qu'ils ne correspondent pas aux attitudes sociales dominantes. Des qualités créatives, des passions authentiques, des aspects vitaux de votre personnalité peuvent avoir été enterrés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que vous deviez projeter. Pensez à l'enfant qui aimait dessiner, mais qui a abandonné parce que ses parents voulaient qu'il devienne avocat. Pensez à celui qui avait une énergie rebelle, mais qui l'a étouffé pour être accepté. Pensez à tous ces rêves que vous avez rangés dans un tiroir en vous disant que ce n'était pas raisonnable. Ces parties de vous n'ont pas disparu. Elles vivent dans l'ombre et elles réclament d'être reconnues. Le vide que vous ressentez est en partie le deuil de ces parties perdues de vous-même. Jung écrivait que l'ombre, quand elle est reconnue, devient une source de renouvellement. L'élan nouveau et productif ne peut pas venir de la conscience. Il jaillit des profondeurs obscures. L'intégration de l'ombre n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Jung la décrivait comme une partie de l'individuation, le voyage d'une vie vers la plénitude psychologique. Ce processus commence par la reconnaissance que l'ombre existe. Cela semble simple, mais exige de surmonter le déni. Les signes que du matériel de l'ombre est présent, incluant des réactions émotionnelles disproportionnées, des projections sur les autres, et un sentiment persistant que quelque chose manque dans votre vie. Jung observait que le sentiment de vide s'intensifie souvent autour du milieu de la vie, généralement entre 35 et 50 ans. Ce n'est pas un hasard. La première moitié de la vie est consacrée à construire, obtenir une éducation, choisir une carrière, fonder une famille, acquérir les signes extérieurs du succès. Jung appelait cette phase la séparation ego-soi, où nous nous concentrons sur le développement d'un ego fort, et, ce faisant, nous perdons progressivement le contact avec le reste de notre psyché. Jung a écrit que la vie commence vraiment à 40 ans, et que jusqu'à ce moment-là, vous ne faites que de la recherche. Cette phrase peut sembler provocatrice, mais elle contient une vérité profonde. Tout ce que vous avez fait avant était une préparation, une exploration, un processus d'essai et d'erreur. Le vrai travail de devenir vous-même commence quand les stratégies du matin cessent de fonctionner. Puis arrive le moment où tout ce que vous avez construit commence à sonner creux. Les accomplissements qui vous procuraient de la satisfaction ne fonctionnent plus. Les stratégies qui ont bâti votre vie commencent à paraître vides. Jung écrivait que nous ne pouvons pas vivre l'après-midi de la vie selon le programme du matin. Le problème est que tout ce que vous avez construit le matin a été construit par seulement la moitié de vous. L'ego a construit votre vie, mais l'ego n'est pas toute la psyché. Il n'en est même pas le centre. Au milieu de la vie, le reste de votre psyché commence à se faire entendre. La crise du milieu de vie n'est pas une crise de perte. C'est une crise de réalisation que ce que vous avez n'est pas suffisant. C'est le signal que votre âme réclame quelque chose de plus profond. Jung lui-même a traversé une crise intense entre 38 et 44 ans après sa rupture avec Freud. Cette période, qu'il a appelée sa confrontation avec l'inconscient, a été le creuset dans lequel la psychologie analytique a été forgée.
Il a expérimenté des visions vivides, entendu des voix intérieures, et délibérément engagé du matériel fantasmatique que la plupart des psychiatres auraient diagnostiqué comme psychotique. Pourtant, c'est de cette descente qu'il a émergé non pas diminué mais approfondi. La leçon de l'expérience personnelle de Jung n'est pas que la crise du milieu de vie devrait être glamourisée. C'est que la descente, quand elle est rencontrée avec courage et honnêteté plutôt qu'évitement, peut être véritablement transformatrice. Le plus grand danger au milieu de la vie est d'essayer de résoudre un problème de l'après-midi avec des stratégies du matin. L'instinct de l'ego est de faire ce qui a toujours fonctionné. Accomplir plus, acquérir plus, optimiser plus. Mais l'après-midi de la vie concerne quelque chose d'entièrement différent. Se tourner vers l'intérieur, intégrer les parties de soi-même négligées ou supprimées, développer une relation avec l'inconscient, trouver un sens qui ne dépend pas de l'accomplissement extérieur. Jung a développé un concept pour décrire le processus de guérison du vide, l'individuation. L'individuation signifie devenir un être unique et homogène, et dans la mesure où l'individualité embrasse notre unicité la plus intime et incomparable, cela implique aussi de devenir soi-même. Jung traduisait l'individuation comme la réalisation de soi. Ce processus implique plusieurs étapes. La première est de reconnaître la différence entre votre moi authentique et les rôles que vous jouez. La seconde est de confronter et d'intégrer les parties de vous-même que vous avez rejetées ou niées. La troisième est de développer une relation avec les couches plus profondes de votre psyché. La dernière est de passer d'une vie centrée sur l'ego à une vie organisée autour de la plénitude psychologique. Jung insistait sur le fait que l'individuation ne consiste pas à devenir parfait ou extraordinaire. Il s'agit de devenir spécifiquement vous, avec toutes vos contradictions, vos complexités et vos qualités uniques intactes. La plénitude n'est pas atteinte en coupant une partie de son être, mais par l'intégration des contraires. Vous devez embrasser à la fois la lumière et l'obscurité en vous, le masque et ce qui se cache derrière, l'ego et l'ombre. Le concept de soi chez Jung représente l'unification de la conscience et de l'inconscient chez une personne, représentant la psyché comme un tout. Le soi est réalisé comme le produit de l'individuation. L'ego a été vu comme le centre de la conscience, tandis que le soi est défini comme le centre de la personnalité totale, qui inclut la conscience, l'inconscient et l'ego. Le soi est à la fois le tout et le centre. Jung croyait que le but du développement psychologique était l'individuation, devenir un soi complet et non divisé. Pas parfait, complet. Un soi qui inclut toutes ses parties, lumière et obscurité, dans une relation consciente. Ce n'est pas un travail confortable. Il vous demande de faire face à ce que vous avez passé votre vie à éviter, de posséder ce que vous préféreriez projeter, de ressentir ce que vous préféreriez supprimer. Mais la récompense est correspondante. Une vie vécue à partir de votre soi entier, un accès à une énergie que vous ne saviez pas que vous aviez, des relations où vous pouvez vraiment vous montrer, une liberté par rapport au schéma qui vous dirigeait. Le vide que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est un signal. Votre psyché vous dit que la vie que vous vivez n'est pas alignée avec qui vous êtes vraiment. Elle vous dit que le masque est devenu trop lourd, que les parties enterrées de vous-même réclament d'être reconnues, que le sens ne peut pas venir de l'extérieur. Jung écrivait que le privilège d'une vie entière est de devenir qui vous êtes vraiment. Ce privilège exige du courage. Le courage de regarder derrière le masque, d'affronter l'ombre, de questionner tout ce que vous pensiez être. Jung a également écrit que le seul but de l'existence humaine, autant qu'on puisse le discerner, est d'allumer une lumière de sens dans l'obscurité du simple être. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas des accomplissements, des possessions ou de la reconnaissance. Elle vient de l'intérieur, du processus de devenir qui vous êtes vraiment. Chaque vie humaine contient un potentiel. Si ce potentiel n'est pas réalisé, alors cette vie a été gaspillée. Le vide n'est pas une fin. C'est une invitation à commencer enfin.